piste privilégiée. Si on ne peut pas affirmer avec certitude que la disparition du petit David s'explique évidemment par le geste de son frère Antoine, qui l'a poussé dans l'escalier, et qui se souvient de cela des années plus tard, tout de même, c'est l'explication du roman. Cette explication est présentée de manière un peu incertaine, parce qu'un roman n'a jamais la prétention de dire la vérité. C'est uniquement pour ça que j'ai terminé le roman en apportant une solution à la question qu'on se pose à travers tout le roman, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant, comment est-ce qu'il a disparu? Est-ce que les aveux de la mère, qui sont des aveux là, officiels, devant un juge d'instruction, est-ce que c'est ça la vérité? C'est une certaine vérité. C'est la vérité judiciaire, peut-on dire. C'est une vérité dont on a besoin dans la société, parce que la société ne peut pas rester avec une question aussi importante que la mort d'un enfant sans qu'on y apporte une solution, d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a une solution qui est apportée, mais qui est une solution qu'on peut dire d'ordre judiciaire. La société est satisfaite. Et le but du roman, c'est évidemment d'aller au-delà de cette vérité. Est-ce que cette vérité, est-ce que la vérité judiciaire, celle dans cette affaire et celle dont nous entendons parler tous les jours, dans de multiples affaires du même ordre, ou d'ordre différent même, est-ce que la vérité qui est établie, qui va être écrite dans les journaux, qui va être portée sur des actes officiels, est-ce que c'est ça la vérité ultime des gens? Ça, c'est un problème qu'on aborde donc dans ce roman par ce dernier chapitre, qui vient remettre en question les apparentes certitudes auxquelles on est arrivé quand on s'arrête à l'avant-dernier chapitre. Mais bien entendu, il ne s'agit pas pour le roman de prétendre que le roman, lui, il a la vérité, comme si le romancier était une espèce de divinité. Mais le romancier se contente de poser des questions. Le but d'un roman, c'est de poser des questions, c'est pas d'affirmer des choses, c'est d'introduire le doute. Moi, je pense qu'un bon roman, c'est toujours un roman qui se termine par des points d'interrogation. Et je me rallie volontiers à, je pense, un des plus grands romanciers de notre époque, dont vos professeurs peuvent vous parler si ce n'est déjà fait. Je me rallie à l'opinion de Milan Kundera qui dit que le roman doit toujours être un paradoxe. Vous connaissez Kundera? Non, oui. Mais oui, nous en reparlerons. Voilà ma réponse. Oui? Est-ce que vous êtes inspiré de Georges Simenon pour écrire Tu ne jugeras point? Non, certainement pas. Parce qu'il y a certaines... il s'est fait que ce roman a reçu le prix Simenon et que très souvent on me dit bah oui, votre manière d'écrire nous rappelle Simenon. Moi je suis un assez grand lecteur de Simenon, donc en tout cas je l'ai lu à une certaine époque. Mais je ne pense pas que je travaille comme Simenon. J'ai beaucoup d'admiration pour Simenon. J'aimerais bien effectivement être la réincarnation de Simenon. Mais enfin, je ne pense pas que mes romans s'inspirent directement de la méthode Simenon. Du point de vue, par exemple, de l'enquête qui est menée dans ce roman, Tu ne jugeras point, jamais, je pense, Simenon n'aurait procédé à une enquête de cette manière. Les Maigret, vous connaissez le célèbre policier de Simenon, les Maigret aboutissent à quand on lit un roman de Simenon, à Maigret, quand on est à la fin et que Maigret dit c'est le majordome qui a tué le jardinier, il n'y a pas de doute, on arrive à une vérité qui est à la fois la vérité judiciaire et la vérité tout court. Donc je ne procède pas de la même manière. Mes policiers, dans mon enquête, on ne peut pas dire que c'est vraiment des Maigret. Ce sont des policiers qui utilisent des méthodes plus que douteuses. Il y en a un d'ailleurs qui est assez paresseux, il ne fait pas grand-chose. L'autre, Arzé, qui prétend qu'il se fiche complètement des preuves, ce qui compte c'est ce que lui il croit, et il ne retient que ce qu'il arrange. Je pense qu'on a affaire évidemment à une enquête qui n'a strictement rien à voir avec les règles générales du roman policier.
Je n'avais pas du tout envie de faire un roman policier, au contraire, j'avais envie d'essayer de voir ce qui se passe peut-être effectivement quand on est dans une affaire de ce genre-là. Et ce qui m'intéressait de montrer, c'était un petit peu la fragilité des témoignages, par exemple. Une enquête policière chez Simenon, on va accumuler les indices, et au total des indices, on peut avoir une idée de ce qui s'est passé. Bon, ici, si on s'en tient aux indices qui sont repris dans le roman, on peut vraiment rien tirer de rien. D'autant qu'il y a des faux témoignages, il y a des gens qui croient qu'ils ont vu alors qu'ils n'ont rien vu, ou on ne sait pas s'ils ont vu. C'est extrêmement fragile. Mais je pense qu'en fait, dans la vie réelle, c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être pas tout à fait comme dans les romans policiers. Enfin, je fais ici une mauvaise caricature de Simenon, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça chez Simenon. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est que non, franchement, je ne veux pas, je n'ai absolument pas l'ambition de travailler avec les méthodes de Simenon. Mais j'admire Simenon. Le côté un peu liégeois aussi qui les a fait penser à ça. Ils n'en ont lu qu'un seul, ils ont lu Le Pendu de Saint-Folien. Et dans Le Pendu de Saint-Folien, on a aussi ces côtés une méthode intuitive de Maigret qui s'imprègne. C'est en ça que Arzé ressemble un tout petit peu à un Maigret, mais qui serait... Et un mauvais Maigret. C'est un mauvais Maigret. C'est vrai qu'il fait un peu comme Maigret qui s'assied dans un coin et qui écoute ce que les gens disent et puis qui finalement ne fait pas tellement d'enquête. Mais Maigret, il s'imprègne réellement et il va utiliser tout ce qui arrive jusqu'à lui. Tandis que Arzé, il dit clairement au début d'un chapitre qu'il s'en fiche complètement. Oui, il écoute, mais ce qu'il veut, c'est faire la preuve que son intuition, lui il a une intuition et il faut que son intuition soit vérifiée par les faits. Or, son intuition, elle est archi-fausse dans ce roman. Son intuition, c'est que c'est la mère qui est coupable. Et il fait tout ce qu'il peut pour montrer que c'est la mère qui est coupable. Ce qui est évidemment une méthode épouvantable. Parce que si les policiers enquêtent de cette manière-là, on est plutôt mal barré. S'il se fie uniquement à ce qu'ils croient être la vérité, ça me paraît assez grave. Oui. Est-ce que vous avez un temps ou bien un lieu précis pour écrire cet roman? Oui, à la fois un temps et un lieu. J'ai bien sûr été très longuement dans l'enseignement. Maintenant, je n'y suis plus, je ne fais plus qu'écrire. J'ai évidemment un bureau dans ma maison et je respecte un horaire bien précis parce que sinon je ne ferais jamais rien. Si j'attendais l'inspiration, le bon moment, que l'idée me vienne à l'esprit, j'ai l'impression que je ne fais pas grand-chose. Donc je travaille vraiment dans le cadre d'un horaire précis. Donc là, je suis parti à midi de ma maison, et de 8h du matin jusqu'à 11h30, j'ai travaillé. Et tous les jours, je travaille dans le cadre d'un horaire bien précis. Écrire, c'est un métier. Quand on en a un autre, on fait deux métiers. Mais il faut vraiment s'appliquer, je pense. Oui. Pourquoi avoir choisi Tu ne jugeras pas Oui. Tu ne jugeras pas comme titre. C'est un titre que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Je n'avais pas de bon titre quand j'ai proposé mon manuscrit à mon éditeur. Je n'avais pas vraiment trouvé de titre. Alors j'avais mis un peu n'importe quoi. Je crois que j'avais mis la disparition du petit David des Samtis ou quelque chose comme ça. C'était un truc vraiment... Je savais bien que ce n'était pas un bon titre. Et lui non plus ne trouve pas de bon titre, parce que généralement la recherche du titre, ça se fait en collaboration avec l'éditeur, vu que pour l'éditeur c'est extrêmement important d'avoir un bon titre, puisque c'est évidemment un des arguments de vente du roman. Quand vous avez 50 romans sur la table d'un libraire, il faut, si possible, que votre titre à vous attire l'attention. Donc on cherche un bon titre, ça se fait généralement non pas avec des personnes versées dans le domaine littéraire, mais plutôt avec des personnes versées dans le domaine commercial. Ce sont les respecteurs du marketing qui cherchent les titres. Mais alors là, pour ce roman, on était vraiment en panne. On ne trouvait pas de titre, et moi je cherchais de mon côté, et puis il s'est fait qu'au retour d'une promenade dans la forêt, je me suis dit, tiens, tu ne jugeras point, ce serait pas mal.
Pourquoi tu ne jugeras point? Ben, tout de suite, évidemment, il y a une évocation un peu biblique dans cette injonction qui fait appel au commandement de Dieu. Mais ce n'est pas un des commandements de Dieu. Il y a tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Les 10 commandements, il n'y en a aucun qui soit tu ne jugeras point. Bien sûr, il y a des recommandations à ce qu'on ne juge pas dans les textes bibliques. Le Christ dit ne jugez pas, puis vous ne serez pas jugés, par exemple. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas tu ne jugeras point. Mais voilà, ça me plaisait assez d'interpeller le lecteur et d'apporter par le titre un élément supplémentaire au roman. Vous lisez le roman en vous demandant, j'espère, on est quand même un peu interpellé par ce titre, parce que c'est quelque chose qui s'adresse au lecteur lui-même. Quand il est là chez le libraire et qu'il regarde les romans, il dit « Tu ne jugeras point. » Qui ça? Toi. Ben toi, toi qui vas m'acheter, tu ne jugeras point. Alors vous lisez, et puis vous dites « Oui, bon, d'accord, tu ne jugeras point. » Je vois quand même pas encore exactement ce que ça veut dire. Et quand vous arrivez au bout du roman, alors vous refermez le roman, et vous vous dites « Bah oui, là, on a quand même intérêt à ne pas trop vite juger. Parce que nos jugements reposent sur les apparences. Même un jugement qui repose sur un aveu, dont on dit en justice que c'est la reine des preuves, ça reste tout de même un jugement fragile. Et je dirais donc en quelque sorte, cette injonction qui a un aspect si impérieux, si religieux quasiment, c'est le commandement, entre guillemets, dans le sens des commandements de Dieu, ce devrait être le commandement de tout roman. C'est le message qu'un roman peut passer, me semble-t-il, à ses lecteurs. En tout cas, c'est dans cette optique-là que moi je travaille. Tous mes romans sont des romans dont j'espère qu'ils suscitent chez le lecteur un doute, une interrogation, une perplexité. Quand on sort du roman, on se dit « Ah bon, ah ben, je ne pensais pas que c'était comme ça, là je suis quand même un peu étonné. Habituellement, je n'aurais pas vu les choses de cette manière-là. » C'est à quoi un roman, me semble-t-il, un roman abouti dans le sens où moi je l'entends, ce n'est que mon avis, bien sûr, c'est cela que le roman devrait toujours susciter comme réflexion chez le lecteur, ne pas juger. Dans ce sens-là, peut-être que je rejoins Simenon qui disait « il ne faut pas juger, il faut comprendre ».